Bonjour à tous. Je suis Sophia, responsable des analyses chez jctwim.com. Mon message d'aujourd'hui est le suivant. Vous êtes passionné par le trading de Bitcoin, mais vous avez sans cesse l'impression de naviguer en eau trouble dans un environnement macroéconomique incertain et une volatilité accrue sur les marchés financiers. Aujourd'hui, nous allons relever ensemble un défi majeur. Voici le problème. C'est clair que dans un contexte économique instable, il devient de plus en plus difficile de discerner les catalyseurs imminents qui pourraient booster ou freiner le marché du Bitcoin. Ce manque de clarté génère des doutes persistants et une peur paralysante de ne pas savoir comment analyser et interpréter correctement les signaux. Sans une méthode de décision fiable, vos investissements peuvent rapidement se transformer en paris risqués. Et les conséquences sont lourdes. Imaginez le stress de voir vos décisions influencées par l'incertitude quotidienne, avec la peur constante de manquer un mouvement décisif. Cela se traduit par des hésitations, des trades mal calculés, inévitablement, par des opportunités manquées et des pertes potentielles. Il est temps de mettre fin à ces doutes et de reprendre le contrôle de votre trading. Voici la solution. Notre Masterclass Trading Bitcoin, un événement en ligne exceptionnel qui se déroulera du 1er au 5 mai 2025. Pendant 5 jours, l'expert consultant de jctwim vous transmettra un procédé systématique et optimisé qui vous permettra de naviguer avec confiance dans l'incertitude économique. Vous apprendrez à identifier les catalyseurs clés, à éliminer le doute et à évaluer avec précision les probabilités de projection du Bitcoin à moyen et long terme. Ce bootcamp ultime, intitulé Transformer votre trading en 7 jours, est pensé pour vous transformer en trader averti et déterminé, capable de prendre des décisions éclairées en toutes circonstances. Des sessions interactives, des études de cas réels et des outils d'analyse exclusifs vous attendent. C'est votre moment pour passer de l'ombre de l'incertitude à la lumière d'une stratégie gagnante. Le défi est lancé. Transformez votre trading en 7 jours et rejoignez le bootcamp ultime du crypto trading. N'attendez plus. Chaque seconde compte dans ce marché en perpétuelle évolution. Réservez votre place dès aujourd'hui et assurez-vous une longueur d'avance sur la concurrence. Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire, et préparez-vous à redéfinir votre avenir en trading de Bitcoin. À très bientôt dans notre masterclass, sur jctwim.com. Hey YouTube, vous ne pensez quand même pas qu'on allait vous laisser partir comme ça? C'est très mal nous connaître. Ici, il y a un méga bonus, donc soyez sûrs et assurez-vous de rester connectés jusqu'à la fin. On va passer en revue quelques éléments. Et bien, il faut que l'on détaille le programme de la masterclass qui se tiendra du 1er mai 2025 jusqu'au 5 mai 2025 et vous aurez 7 jours en plus. Ainsi, vous aurez l'occasion de visionner plusieurs fois les séquences vidéo. Et ici, après avoir passé en revue le programme, vous aurez un petit bonus. Donc là, j'ai intégré en fin de session notre session Digital Assets, Quant et qualitative Intel Brainstorming qui était enregistrée le vendredi 18 avril 2025 en guise de bonus. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'était une session light. Cela va vous permettre d'avoir un aperçu des procédés, mais surtout comment nous brainstormons. Et bien, durant la masterclass, on va aller beaucoup plus en profondeur. Donc là, cette session bonus que vous allez voir dans quelques instants, on a passé en revue l'aspect qualitatif, donc on est revenu sur les faits importants et faits marquants de la semaine, et un peu d'analyse et regarder quelques datas. Et durant la masterclass, vous allez voir comment on va aller en profondeur avec tous ces datas et réellement quels sont les procédés que nous appliquons et comment nous brainstormons. Donc ici, passons en revue le programme de la masterclass. Donc le thème clé, c'est Crypto Masterclass intensif et comment transformer votre trading en 7 jours. Donc là, vous aurez 7 jours supplémentaires pour pouvoir visionner plusieurs fois la matière et réellement pouvoir, l'assimiler et l'implémenter. Regardons maintenant le programme. Donc là, passons au programme que voici. Donc la Crypto Masterclass Intensive Trading Bootcamp, jour numéro 1, donc jour 1 et jour 2. On va se focaliser sur l'aspect qualitatif. Donc là, on va faire pas mal d'analyses qualitatives. Jour 1,
La Wall Streetisation, donc là c'est un concept au sein du JCTube, donc les insiders du www.jctube.com, ils savent exactement de quoi je vous parlais, et donc là on va vous exposer cela. Jour numéro 2, ce sera les institutions et la régulation. Tout ça, c'est le champ qualitatif. Là, on va analyser la situation. Petite rétrospective, on va revenir en arrière, voir comment les choses ont évolué. Lorsque je parle de Wall Streetisation, c'est tout simplement le Bitcoin, comment il a été créé. Donc Satoshi Nakamoto, fin 2008-2009, et réellement, on en est où en 2025? Mais il y a eu un changement. Ce qui fait que Wall Street, si vous voulez, s'est approprié, s'est accaparé le BTC, et ils l'ont transformé en ce que vous connaissez aujourd'hui, ce qu'on appelle le fameux Digital Gold. Mais à la base, ce n'était pas cela. Donc là, rendez-vous durant la masterclass, on va aller beaucoup plus en profondeur dans ce thème, et c'est de là que l'on va extraire des catalyseurs. Donc jour 1 et jour 2, focus sur l'aspect qualitatif. Jour 1, la Wall Streetisation. Jour 2, institution et régulation, évidemment sous l'administration Trump 2.0. Ensuite, jour 3 et jour 4, focus sur l'aspect quantitatif. Jour 3, spécifiquement, c'est là qu'on va voir les data ou aller miner les data, donc ce qu'on appelle le data mining. Ensuite, data cleansing et ensuite data processing. Et c'est de là qu'on va extraire pas mal d'intel. Ouais, on va faire beaucoup de travaux. Jour 4, on aura l'aspect dérivé et les proxys. Donc, on va regarder aussi quels sont les dérivés du BTC. Maintenant, BTC est en compétition avec beaucoup d'actifs. Quand je dis compétition, c'est quoi? L'injection de capitaux, maintenant, vous voyez, on a un menu qui est bien garni, qui est bien étoffé. Donc, on peut s'exposer au BTC Spots. On a des dérivés BTC, les futurs, on a des options, on a des CFD en Europe aussi. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons des proxys. Donc, des actifs qui sont des proxys BTC. Si on n'a pas envie de s'exposer directement au BTC au comptant, donc au BTC Spots, nous pouvons passer par d'autres actifs. Et bien là, j'entends par là les ETF et des actions comme l'action de de stratégie, donc l'action MSTR et encore pas mal d'autres éléments qui font office de proxy. Donc Coinbase, Robinhood ou les actifs ou les actions, de compagnies qui minent le BTC et d'autres services Bitcoin comme ça. Tout ça, ce sont des proxys. Donc, vous voyez qu'on doit on doit réellement analyser cette situation. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un gros potentiel haussier. Un exemple tout simple. Si on dit que BTC va atteindre les 200 000, disons que maintenant le niveau clé c'est 100 000. Ok, donc on est à 80 000 et des poussières, on va dire 100 000 pour faire simple. De 100 000 à 200 000, ce n'est qu'un 2x. Donc c'est 100%, c'est déjà bien. Mais imaginez-vous qu'il y a d'autres actifs dérivés, enfin pas dérivés, mais plutôt des proxys, qui ont un rendement supérieur ou bien qui ont des probabilités de rendement supérieur. Ah là, ça devient très intéressant. Donc il vous faut réellement, analyser tout cela en profondeur, afin de voir réellement où sont les meilleures opportunités. Et on va regarder ça sous tous les angles. Donc ça, c'est ce qu'on va faire les journées 3 et journée 4. Et pour clôturer, journée 5, c'est là qu'on va passer à l'implémentation de tout cela. Donc, une fois qu'on a les analyses qualitatives et les analyses quantitatives, maintenant, il nous faudra déployer ou mettre sur pied une stratégie. Et bien, pour la stratégie, il nous faudra avoir des projections de prix du BTC et une estimation. Tiens, il pourrait monter jusqu'où? Et bien, sous différents horizons de temps. Donc, à court terme, à moyen terme et à long terme. Et bien, ensuite, déployer une stratégie. Donc là, vous allez apprendre tous ces procédés, comment faire le processus, aller miner l'information, transformer cela en data, appliquer un process au data et ensuite réfléchir. Donc, c'est-à-dire brainstormer sur la meilleure stratégie à adopter, et bien, en fonction de votre profil. Ok, donc vous voyez que c'est pas quelque chose de super compliqué. Bien, c'est très light, mais en 5 jours, on va vraiment avoir un condensé, un concentré de beaucoup d'intel. On va prolonger, comme on a dit, donc 7 jours, comme ça vous allez pouvoir visualiser cela plusieurs fois, digérer la matière, l'assimiler et ensuite, aller dans le champ de bataille et aller générer des gains. Donc le tout pour un prix modique, somme modique de moins de 50 €. Donc là, c'est super cool. Et avec cela, vous avez aussi accès à pas mal de bonus. Et voilà. C'est tout. Maintenant, je vous laisse profiter de la session d'analyse. Merci à vous tous. Ciao. Maintenant, ça y est, on y va. Et une fois de plus, bienvenue à vous tous. Avant de commencer, nos avertissements comme tous les jours. Donc, rappelle que l'objectif des rapports d'analyse est strictement informatif et éducatif. Ceux-ci doivent être considérés comme un élément de recherche et de développement et ne doivent en aucun cas être interprétés comme une recommandation d'investissement ou une incitation à reproduire des opérations et toute autre stratégie mentionnée ou illustrée dans les programmes et au cours des sessions. Veillez à bien comprendre les risques liés à l'investissement, au trading, et à toute opération réalisée avec des actifs à rendement variable et très volatiles, ainsi que d'autres actifs et aux produits financiers dérivés, futurs, options, ETF, CFD, etc.
Il est impératif de prendre vos décisions en fonction d'une éducation financière solide, réalisez vos propres recherches, analyses et enquêtes avant de vous engager et soyez conscient que votre capital est en danger. Il est à noter que les membres et collaborateurs du GCTUM peuvent avoir des intérêts ou des investissements dans un ou plusieurs actifs mentionnés ou analysés dans les programmes et rapports et sous forme de dérivés et sous-jacents. Donc là, on y va, c'est parti. On va commencer, ça c'est toujours dans le cadre de nos rapports post-Liberation Day. Vous voyez comme on voit ici, donc on avait la zone rouge, post-Liberation Day, vous voyez que maintenant les marchés sont en lévitation, il se passe pas grand chose, donc on va faire un état du crypto market, et là c'est notre fameuse weekly recap, et focus sur des cryptos clés, donc Bitcoin et Ethereum, et bien on va regarder aussi les inflows, outflows. D'abord on va commencer par de l'intel qualitatif, donc une méga note, donc voici une analyse combinée, couvrant deux axes importants pour l'écosystème crypto en 2025. Le lancement prochain de l'ETF VanEck On-Chain Economy, donc le Node, et la perspective sur les niveaux de support clés pour le Bitcoin. Donc vous voyez que dans le cadre de Wall Streetisation, vous voyez qu'il y a pas mal de ténors de Wall Street, donc Asset Manager et d'autres, on a un exemple VanEck, qui continue de lancer des produits. Donc là, c'est très, très, très intéressant. Donc vous voyez que maintenant, avec ce que eux sont en train de faire, est-ce que les gros capitaux, donc je parle bien des capitaux, on va dire, des institutionnels et quelques retail, donc quelques particuliers aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Est-ce qu'ils vont plutôt choisir de s'exposer directement dans l'actif, donc je parle du BTC, ou vont-ils passer par tous ces proxys? Donc vous voyez que c'est très intéressant d'étudier ces proxys, on va revenir sur tous ces points et en faire pas mal de synthèse lors de notre masterclass. Et là, c'est là qu'il y a des comparatifs avec le gold. Rappelez-vous, lorsque on parlait du BTC comme étant le fameux digital gold, qu'est-ce que je vous disais toujours? C'est bien et c'est pas bien. Pourquoi? Parce que regardez ce qui arrive au gold lorsque le GLD et d'autres ETF ont été lancés. Rappelez-vous que ça, c'est, si vous voulez, c'est un mécanisme de captage de capitaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au lieu de prendre vos euros ou vos dollars et les échanger directement contre du gold, donc lingots, onces d'or, etc., donc des pièces, on passe par un produit de Wall Street. Et donc là, ce sont les asset managers qui captent des capitaux et qui, eux, ensuite, vont acheter le gold et le garder pour vous. C'est pour ça qu'on paye des frais de gestion, commission et pas mal d'éléments comme ça. Maintenant que ça, c'est arrivé au BTC, vous voyez que, comme je dis bien, on l'a Wall Streetisé. Est-ce que c'est toujours, on va dire, aussi attrayant et aussi sexy d'être exposé directement au BTC? Pour les puristes de la blockchain et fidèles à l'école et la vision de Satoshi Nakamoto, ils se diront, ouais, parce que c'est décentralisé, parce que si, parce que ça. Qu'est-ce qu'on disait à l'époque? Not your Bitcoin, non, not your keys, not your Bitcoin. Donc, détenir ton Bitcoin, avoir ton wallet et tout ça. Mais on peut dire la même chose pour le gold, qui est réellement des lingots d'or et des pièces d'or chez soi. On peut en avoir quelque peu, mais il y a pas mal de problèmes de sécurité et tout ça. Donc, il vaut mieux faire confiance à un asset manager. Et vous voyez que le Bitcoin, lorsqu'on l'a dévêtu, si vous voulez, comment dirais-je, de la vision de Satoshi Nakamoto et qu'on lui a adossé et apposé l'étiquette Digital Gold, tout a changé. Et si on parle de Digital Gold et qu'on veut qu'il y ait beaucoup plus de flux de capitaux, d'injection de capitaux dans cet actif, il faut qu'il soit Wall Streetisé. Donc, être enveloppé dans des produits de Wall Street. Un enveloppement, ça veut dire un wrapper. Donc, wrapped, W-A-R-P-P-E-D. Donc, wrapped Bitcoin. Ça, c'est ce qu'on voit dans les DeFi. Mais, en jargon de Wall Street, c'est enveloppé dans un produit de Wall Street. Et donc, ce sont des ETF. Ce qu'ils appellent les ETP. Exchange Trading Product. Ou Exchange Traded Product, plutôt. Oui. Donc, tout ce brainstorming, c'est super, super important. Et rappelez-vous que VanEck, en 2018, on avait fait une session, donc là, pour ceux d'entre vous, les insiders de l'époque, vous saurez exactement de quoi on parle. Vous avez dit que lorsque on commençait déjà à spéculer sur les ETF, VanEck était les premiers qui étaient sortis avec des ETF 1x2, enfin 2x, 3x, 4x long et short, aux côtés des Gemini. Donc là, l'exchange des frères Winklevoss avait déjà déposé des ETF et avec d'autres ETF ultra sexy. Oui. Et maintenant, vous voyez, il continue à alimenter le marché en produits, mais si vous voulez bien, c'est proxy, c'est BTC, mais ça s'éloigne du BTC, d'où proxy. Donc, quand je dis proxy, c'est pas une injection directe dans le BTC, mais on passe par un véhicule d'investissement qui, lui, investit dans le BTC. Et comme je l'ai dit, très peu de personnes lisent les prospectus. On avait fait le travail ici, dans les phases de crypto markets qu'on a fait en 2023, où on avait déjà commencé à lire les prospectus de l'ETF de BlackRock avant qu'il ne soit lancé. Et en 2024, on avait, continué d'actualiser, l'interprétation et l'analyse de ces prospectus. Donc, quand je dis 2023, c'était fin 2023. Vous voyez, juste avant que ce soit lancé. Donc, c'est très, 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 très important de comprendre tous ces points et vous voyez que là, ça continue. Okay. Donc, on y va.
Premier point, VanEck On-Chain Economy, donc là c'est le Node, donc ça c'est leur produit qui est un ETF pour suivre l'économie on-chain. Donc c'est très intéressant tout cela. Donc présentation et objectif, lancement et structure. VanEck prévoit de lancer le 14 mai son ETF à gestion active nommé VanEck On-Chain Economy, donc Node. Ce fonds, qui bénéficie de l'approbation de la SEC, donc c'est très intéressant. La SEC a approuvé déjà les ETF Spot 2024, donc celui de BlackRock, et a accepté la conversion du trust privé de Grayscale, donc le DBTC, en ETF Spot qui se négocie sur le New York Stock Exchange. Très intéressant. Donc maintenant, vous voyez que là, c'est approuvé par la SEC. Et rappelez-vous que récemment, nous avons eu la confirmation de la nomination de Paul Atkins comme étant le nouveau SEC Chair. Donc très intéressant. Là, on avait fait aussi son profil lors d'une vidéo qui est disponible publiquement sur YouTube où je parlais des capitaux de Silicon Valley, de Wall Street contre la Maison Blanche. Et on avait passé en revue le profil de l'administration Trump 1.0 et là 2.0. Donc là, ici, ce n'est pas étonnant pour nous. Donc, reprenons. Ce fonds qui bénéficie de l'approbation de la SEC aura des frais de gestion de 0,69%, donc soit 69 points base, et offrira une exposition à un portefeuille diversifié composé d'entreprises liées aux actifs numériques. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Est-ce qu'il y aura du mining? Est-ce qu'il y aura Coinbase? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Ça va être très intéressant, on verra ce qui se passe. Composition du portefeuille, Node devrait détenir entre 30 et 60 actions parmi diverses catégories, plateformes d'échange et gestionnaires d'actifs numériques, mineurs de crypto-monnaies et centres de données. Vous voyez que c'est très intéressant, c'est Bitcoin mining, donc Bitcoin hash rate, en plus de HPC, High Performance Computing. Infrastructure énergétique et semi-conducteurs, matériel informatique et actifs liés au rail de la finance traditionnelle, donc TradFi, secteur de consommation et jeux vidéo, produits d'exposition indirecte via jusqu'à 25% d'ETP, de crypto-monnaie, donc Exchange Traded Product de crypto-monnaie. Et si vous avez remarqué, ça, ce produit, c'est un proxy, mais il s'éloigne des cryptos. Entre 30 et 60 actifs. Maintenant, ce sera quoi la pondération? Et vous avez vu que là, les plateformes d'échange, yes, et gestionnaire d'actifs numériques, ok. Donc là, ce serait peut-être Galaxy. Là, Exchange, on a Coinbase, et ensuite quelques mineurs crypto, Marathon, etc. Mais tout le reste ici, quoi? Bien, on a besoin d'énergie pour les data centers, on a besoin de semi-conducteurs, mais ensuite quoi? On a besoin de cloud aussi, pas mal d'éléments comme ça, mais vous voyez qu'on s'éloigne de plus en plus. Et c'est ça, tout ce côté Wall Streetisation, où on s'éloigne de plus en plus, et ensuite on retombe dans les mêmes travers que dans lesquels était le monde avant l'avènement du Bitcoin. N'oubliez jamais la vision originale de Satoshi Nakamoto. C'est très, très, très important. Okay. Et là, vous voyez qu'on s'éloigne complètement et on n'est plus dans un cas de figure où on est directement exposé au BTC, mais on passe par les produits que Wall Street nous offre et avec dans ces produits-là, voilà ce que vous voyez là. Okay. Donc tout ça, c'est intéressant. On va continuer à suivre cela. Ensuite, avantages et enjeux. Selon Matthew Siegel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, l'objectif est d'offrir aux investisseurs une exposition active aux sociétés qui bâtissent l'économie numérique de demain. Vous voyez que dans ça, l'économie numérique de demain, on dilue le Bitcoin dedans, ou les blockchains et tout ça. Le fonds sera structuré via une filiale offshore aux îles Caïmans, afin de permettre notamment l'exposition à des produits dérivés, tout en respectant la réglementation fiscale américaine, et contexte du marché des cryptos aux actions. Avec l'essor des actions liées aux crypto-monnaies et la demande croissante d'ETF spécialisés, vous voyez que c'est très important, une demande croissante d'ETF. Et en provenance des institutions de Wall Street, vu qu'elles sont mandatées, elles ne peuvent pas toujours ou bien s'exposer directement aux cryptos. Quand je dis crypto, mettez de côté Bitcoin, parce que Bitcoin a déjà une infrastructure qui est Wall Streetisée. Ils ont des futurs, il y a des options et tout ça, et c'est reconnu par le CFTC comme étant une commodité, donc une matière de base. Très, très, très important. Mais les autres altcoins, non. Donc, les altcoins, non. Donc, c'est très, très, très important de ne pas oublier ces points-là. Donc, demande croissante d'ETF spécialisés. Rappelez-vous, qui demande de qui? D'autres institutions, de clients de asset managers ou des retail self-directed investors, donc ceux qui gèrent eux-mêmes leurs propres fonds. Bien, le retail, c'est particulier. Vous voyez que c'est très important de spécifier cela. Ce nouveau produit s'inscrit dans une tendance où les investisseurs institutionnels et conseillers financiers affirment leur intérêt pour une exposition directe aux entreprises du secteur plutôt qu'uniquement pour les crypto-monnaies elles-mêmes. Donc ça, c'est clé. Donc rappelez-vous, ce qu'on parle des secteurs, c'est la commodité et aussi l'infrastructure. Chose que nous avions fait à l'époque du VAM, donc 2019, 2020, 2021. Deuxième point maintenant, perspective sur le plancher, donc le support du Bitcoin et l'absence de véritable capitulation. Donc, est-ce que le niveau actuel, vous voyez que le BTC est en lévitation, donc là j'ai les prix ici, on va regarder le BTC, il est à 84 000, on va dire 84 900, donc disons 85 000. Est-ce que ce niveau est la zone et le support ultime? Et à partir de maintenant, il va rebondir.
mais pas qu'il a subi le choc. Voilà pourquoi ce qu'on a intitulé de nos sessions, c'est Post-Liberation Day. Donc, c'est après le 2 avril. Forte corrélation entre le BTC et le stock market, comment tout a chuté, inversé à la montée en puissance de la volatilité, que ce soit le VIX ou le VXN. Et évidemment, vous avez vu que les deux autres mousquetaires, hein, que vous savez très bien, c'est qui? Bon, ça, c'est l'indice du dollar et le yield de 2 years. Bon, voilà. Là, ils sont corrélés, MAGA, ils ont chuté aussi. Maintenant, BTC, est-ce que ce niveau, c'est le niveau ultime? Donc, le niveau de support, est-ce qu'à partir de ce moment, OK, on pivote et on repart à la hausse? Vous voyez que notre masterclass, on va repenser et aller bien plus en profondeur pour répondre à cette question et mettre à jour nos procédés. Donc, niveau de 65 000 comme repère de capitulation. Donc là, c'est un niveau clé. Donc, par rapport à 85 000, on pourra encore perdre 20 000 $ et atteindre cette zone. Ça, c'est selon l'analyste on-chain James Check, le véritable plancher pour le Bitcoin. Donc, c'est-à-dire le véritable support pour le Bitcoin pourrait se situer autour des 65 000 $. Cette valeur représente le coût de revient moyen des investisseurs actifs et même les détenteurs de longue date, dont le coût moyen peut être proche des 67 500, comme le rappelle la stratégie de Michael Saylor, donc Michael Saylor, PDG de stratégie. Donc cela pourrait se retrouver sous l'eau si le BTC descendait en dessous de ce niveau. Donc c'est très important. On voit que ça, ce sont, je dirais pas que c'est pas correct, mais pas, c'est bien aussi d'écouter ce que pensent ou les inputs d'autres analystes et tout ça. Mais la clé, comme je vous le dis toujours en avertissement en début de session, vous-même vous devez savoir estimer le BTC et faire vos recherches et analyses, compter sur ça. Pourquoi? Parce que vous avez une situation bien particulière. Ça, bien Vanek, et peu importe cet analyste qui sait, tout ça, vous voyez que ce sont des opérateurs institutionnels. Maintenant, la clé, c'est quoi? Là, lorsqu'on parle de ce niveau, si quelqu'un qui est rentré à 8 000 ou 10 000 ou qui a acheté du BTC à 700 $, c'est pas son problème. Vous voyez, il s'en fout que le BTC, s'il atteint 100 000 et qu'il chute de 50%, c'est 50 000, il est rentré à 1 000 $. Il a quand même fait un 50x de 1000 à 50 000, c'est 50x. Donc il est toujours bien, et bien en fonction de sa vision. Nous ici, lorsque nous faisons ce genre de rapport et lorsqu'on fait des masterclass, je me mets dans la peau de quelqu'un qui va débuter aujourd'hui. C'est très, très, très important. Et bien, il doit savoir avoir, si vous voulez, un background historique, donc les backtests et pas mal d'historique, etc., pour voir, tiens, le BTC vient d'où, on en est où, comment l'actif réagit aux différents événements, sa corrélation avec le stock market, comment il est impacté par les développements macroéconomiques et tout ça. Donc maintenant, il est très, très, très impacté par tous ces éléments-là, mais comment il va évaluer le BTC aujourd'hui et prendre position aujourd'hui, ou tenter de prendre position aujourd'hui, ou stratégier une prise de position aujourd'hui. Vous voyez que c'est très, très, très important. Donc attention à ce genre d'éléments. Oui, donc c'est bien de céder du passé, mais le passé, c'est le passé. Maintenant, on est dans un nouveau monde, et le BTC est dans une toute autre dimension, c'est un tout autre type d'actif. Il y a tous ces proxys, vous avez vu ce que fait Vanek et tout ça, donc maintenant, quoi? C'est quoi BTC aujourd'hui? Oui, donc tout ça, c'est super important. Donc, cette zone de 65 000, bien, mon niveau à surveiller. Et lorsqu'on parle de capitulation, de détenteurs à long terme et tout ça, ok, nous, on va commencer aujourd'hui. Donc, c'est un élément qui est très important. C'est parfait aussi pour votre hygiène en tant qu'investisseur. Toujours réévaluer la situation. Ne pas s'endormir sur ses lauriers et se dire, ok, ça y est, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Il faut toujours être en état d'alerte. Ok. Donc, point suivant. Consolidation et support à long terme. La longue période de consolidation observée en 2024, avec le Bitcoin oscillant entre 50 000 et 70 000 $, a établi une base de soutien solide. Donc ça, c'est le niveau de support. James Check suggère qu'une nouvelle baisse en dessous des 65 000 pourrait marquer la véritable phase de capitulation. Donc, en gros, qu'est-ce que veut dire capitulation? Ça, c'est des holders à long terme, il y a une dynamique de marché différente maintenant. Vous avez le marché dérivé qui impacte le marché spot. Vous avez vu que lorsqu'il y a des gaps dans les futurs, le spot tend à combler ces gaps. Et donc, c'est là réellement qu'il se passe beaucoup de choses, parce que là, on parle d'opérateurs à long terme, mais on ne parle pas des spéculateurs à court et moyen terme, ceux qui sont long short avec des produits effets de levier. Et il y a des options aussi et tout ça. Donc, vous voyez qu'il faut tenir compte de toutes ces personnes. Donc, il y a un excès d'effet de levier, il y a le coût du capital et les risques que provoque, ou la volatilité que provoquent les MAGA. Donc, les MAGA, c'est Donald Trump et ses politiques. Et la corrélation entre le Bitcoin et les marchés traditionnels et les chutes violentes causées par des chocs de liquidité. Donc, il faut tenir compte de tous ces points-là. Okay. Donc ça, c'est une vision, c'est un point sur 360. On doit tout regarder à 360 degrés. Ça, c'est 1 degré. Donc James Check suggère qu'une nouvelle baisse en dessous de 65 000 pourrait marquer la véritable phase de capitulation, mais il anticipe également un soutien significatif dans la fourchette de 49 000 à 50 000. Rappelez-vous comment mon niveau clé, c'était des 50 000. Ça, c'est un niveau que je vous ai commenté au quotidien, donc on a fait pas mal d'analyses à ce niveau-là. Ensuite, le tout est lié au lancement d'ETF en 2024 et à un objectif de capitalisation d'environ 1 000 milliards $. Donc voilà en gros ce que nous pouvons commenter.
Ensuite, scénario de déclin extrême, bien qu'une baisse jusqu'à 65 000 pourrait initialement être ressentie comme douloureuse pour l'investisseur moyen, donc notamment le retail, qui n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. C'est pas une injure ou une insulte, mais c'est la réalité. Il n'a pas de processus, il sait pas exactement comment analyser les choses correctement. D'où ça, c'est les services que nous nous offrons. C'est pour ça qu'on fait ces masterclass. Et comme je l'ai expliqué, il y a pas mal d'insider masterclass qui me dit, tiens, est-ce que tu pourrais refaire le même type de masterclass avec les cryptos? Vous voyez que moi, je suis axé très macro et tout ça, ce qui fait que ça, c'est pas très sexy pour l'opérateur moyen parce qu'ils n'ont pas cette compréhension. Et ça, c'est pas ce qui court dans YouTube, les lives que vous voyez là, ou les influenceurs sur TikTok, Instagram, etc. C'est pas ce niveau d'intel qu'ils apportent. Vous voyez, moi, je viens d'un autre monde et voilà, j'ai un autre type de clientèle. Et ceux qui sont curieux, qui veulent s'initier, ben voilà, ils viennent et ils trouvent leur compte avec les services que nous offrons, mais pas le grand public. Donc, c'est très, très, très important. Eux, ils sont encore axés analyse et technique. Et là, ils en sauront beaucoup. Donc, beaucoup qui sont venus au masterclass ont vu exactement, c'était quoi le poids, si vous voulez, de l'analyse technique au sein d'un système. Comme je dis bien, c'est les 99% des particuliers regardent tout ce qui se passe dans les graphiques. Mais les graphiques, c'est entre 1 et 5%. Pour moi, c'est 5% de tout le système, de tout le processus. Et les 95% restants, rien. D'où ils se focalisaient sur la pointe de l'iceberg, la partie visible de l'iceberg. Ça, c'est pour les analyses. Mais le reste, ils n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. Ce qui fait qu'ils sont toujours en retard lorsqu'il y a des méga chocs. Chose que me commandent souvent certains d'entre vous insiders lorsque vous communiquez avec moi. Qu'est-ce que vous me dites toujours? Lorsque des baisses de marché, qu'est-ce qu'on voit? Tous ceux qui font des lives et les influenceurs et tous ceux qui sur YouTube et tout ça, ils disparaissent. On les voit plus. Qu'on ne comprenne pas ce qui est en train de se passer. Lorsque le Bitcoin est haussier, on a une journée haussière, ok, ça y est, on est de retour en mode to the moon. Ou si maintenant on voit que des plateformes comme Coindesk, Cointelegraph couvrent pas mal d'éléments macro, mais vous voyez que c'est très light, c'est très soft ce qu'ils commentent au niveau macro. Oui, on peut parler des taux d'intérêt, oui, ceci, cela, etc. Ah, Trump a fait baisser les marchés financiers, mais quoi? Vous voyez que c'est pas profond. Il n'y a aucune substance à ce niveau-là. Ok? Il y a des méga lacunes et des méga carences en termes d'initiation et bien moins de savoir-faire. Donc reprenons ce point, scénario de déclin extrême, bien qu'une baisse jusqu'à 65 000 pourrait initialement être ressentie comme douloureuse pour l'investisseur moyen, un plonge jusqu'aux 40 000 semble improbable. Évidemment, c'est P3, donc c'est probable, c'est plausible et c'est possible, sauf dans le cas d'une récession mondiale sévère. Cela suggère que, malgré des corrections potentielles, le Bitcoin dispose de niveaux de support qui pourraient limiter les creux, donc les chutes extrêmes, si le climat macroéconomique ne se détériore pas drastiquement. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'incertitudes macroéconomiques. Et bien, vous voyez, tout ce que nous regardons, tout ce que nous suivons au quotidien, donc macro, les data et tout ça, suggère qu'il y a beaucoup de faiblesses pour les actifs à rente variable et très volatiles et très spéculatifs comme le Bitcoin. Et donc, si Bitcoin déjà souffrira, et il souffre, imaginez-vous les altcoins, ok, qui sont encore bien plus volatiles et tout ça et tout ça. Donc, bien, tous ces points, on reviendra dessus ultérieurement. Donc, conclusion et perspective globale. ETF VanEck note, le lancement de VanEck On-Chain Economy représente une étape majeure pour les investisseurs souhaitant s'exposer aux crypto-actions. Ouais, c'est très important, ça, crypto-actions dans un cadre régulé. Ce produit pourrait attirer un flux important de capitaux dans un secteur en plein essor, renforçant la transition vers une économie réellement on-chain. Et pour Bitcoin, niveau de support clé, d'après les analyses, le Bitcoin semble avoir établi des repères techniques importants avec un véritable plancher aux alentours des 65 000. Je dirais pas plancher, ça c'est quelque chose d'intermédiaire. On verra s'il va tenir. Soutenu par une consolidation historique, cette dynamique pourrait rassurer les investisseurs, même en cas de volatilité à court terme, à moins d'un choc économique majeur. Vous avez bien vu que les marchés se sont stabilisés après que Donald J. Trump se soit rétracté. Donc, cette pause de 90 jours dans sa stratégie de négociation via les tarifs. Ok, donc Liberation Day le 2 avril, on a vu l'impact que ça a causé le 3, le 4, le 5, et ensuite, boum, il s'est rétracté. Maintenant, on a 90 jours, si vous voulez, de répit, entre parenthèses. Mais il y a toujours cette incertitude. Oui. Et pour beaucoup, vous avez beaucoup d'économistes et tout ça, je dirais peut-être pas économistes, mais les géants de business comme Jimmy Dimon et d'autres personnes et tout ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ah tiens, on serait déjà en récession, ou une récession, tiens, les probabilités ont augmenté. Ouais. Et on sait bien que les tarifs, c'est pas fini. Donc ça aussi, c'est un point clé. Et vu la corrélation qu'on a vue du BTC avec le stock market dans ce genre de cas de figure, que pensez-vous qu'il se passera si post 90 jours ou durant les 90 jours, il y a une nouvelle escalade? C'est parce que 90 jours de pause, ok, pour certaines entités, donc certaines nations, mais pas vis-à-vis de la Chine. Et donc là, il y aura des ripostes. Il y aura de la il y aura des ripostes de part et d'autre, mais juste la rhétorique, ok, parlant des tarifs et tout ça, ça va provoquer de la volatilité. Et BTC n'est pas immunisé à cela.
Ok. Donc, ces deux volets illustrent bien la transformation de l'écosystème crypto en 2025. D'un côté, l'émergence de produits structurés et réglementés pour exposer les investisseurs aux entreprises du secteur, et de l'autre, la gestion des fondamentaux techniques du Bitcoin, qui demeure un baromètre clé pour le marché global des crypto-monnaies. Évidemment, Bitcoin, vous voyez qu'on en parle comme Bitcoin Index. Pourquoi? Parce que c'est l'indicateur du sentiment vis-à-vis de l'écosystème crypto. Poursuivons. Maintenant, on va regarder quelques statistiques et performances. Donc là, ce vendredi matin, donc la market cap crypto aux alentours des 2680 milliards de dollars, donc c'est flat. Mais n'oubliez pas que le stock market aujourd'hui est fermé. Évidemment, c'est le Good Friday, donc c'est le vendredi saint, donc il n'y aura pas de négociations aux États-Unis et en Europe et un peu partout à travers le globe. Donc voilà, volume. Très négatif dans les dernières 24 heures. La dominance du BTC est toujours super haute, proche des 63%. Le prix du BTC, on va le voir en technique, donc aux alentours des combien là maintenant? Ouais, 84 000 et des poussières, ça n'a pas bougé. Et le gaz, Ethereum, voilà ce que ça coûte, 1 cent, c'est des poussières. Maintenant, le sentiment, ça c'est le sentiment des altcoins. On est à 24%, donc on est toujours bearish, donc c'est très bas. Et ça c'est le sentiment pour le BTC, on est à 30%, donc on est en mode fear. Donc en gros, on a peur. Et bien, mon BTC, indicateur de l'écosystème crypto au sens large. Donc voilà, donc clairement, on est super baissier. Poursuivons maintenant. Regardons quelques éléments. Sous les yeux, nous avons un graphique weekly des altcoins. Donc ça, c'est la total crypto market cap de l'écosystème crypto, mais on exclut la market cap du Bitcoin et d'Ethereum. D'où vous voyez qu'on est à 752 milliards de dollars. Là, c'est super important. Et bien, on stressé à nos indicateurs clés. Donc, en fuchsia, c'est les taux d'intérêt de la Fed. Et en jaune, c'est le bilan de la Fed. Donc là, je vais prendre le pointeur pour savoir exactement ce que je suis. Donc, la fuchsia, ça, c'est les taux d'intérêt. Et la ligne jaune, c'est, comment dirais-je, le bilan de la Fed. Donc, vous avez vu, lorsque il y avait la pandémie, donc 2020, chute des taux d'intérêt, expansion du bilan, donc beaucoup plus de liquidité, capital à 0%, ajusté à l'inflation, c'était négatif, donc capital gratis si vous voulez. Là, ça a permis ces folies que vous voyez ici. Donc c'était méga hausse parabolique. Q4 2021, fin des politiques monétaires ou annonce des politiques monétaires favorables au marché, donc fin du QE et début du QT, donc l'allègement du bilan, voilà, catapoum, dès le Q4 2021. Très important, vous avez vu qu'on a stagné durant cette phase et vous voyez que c'est corrélé inversement au taux d'intérêt. Maintenant, les taux d'intérêt font mine de baisser, mais rappelez-vous, ça baisse pourquoi? Parce que l'inflation était pratiquement sous contrôle. Maintenant, les tarifs, c'est inflationniste. Et vous avez vu les commentaires de Donald J. Trump et de Jay Powell lors de son interview ou de son panel lors de l'Economic Club. Donc, c'est très intéressant tout cela. Et comme vous l'avez vu, lorsque les taux d'intérêt baissent, ça suggère qu'il se passe quelque chose. La pandémie, c'était le coup de grâce et une économie globale en contraction. Et bien moins la guerre États-Unis-Chine et tout ce qui allait avec. Vous voyez, c'est très important de ne pas oublier ces points-là. Okay. Maintenant, vous voyez qu'on commence à baisser les taux d'intérêt, comme ce fut le cas ici, fin 2019, et ensuite, boum, donc il y avait déjà une contraction économique et on voulait commencer à stimuler l'économie et la pandémie est survenue. Avec bien moins la ligne turquoise, c'est une méga hausse de la volatilité. Ça, c'est le VXN, volatilité du Nasdaq. Maintenant aussi, vous voyez que la volatilité génère un pic. Elle n'a pas encore atteint ce pic super haut, donc attention. Fait que maintenant, les tarifs, si vous voulez, ça fait le même effet, si vous voulez, que la pandémie, en termes de dégâts causés dans les marchés financiers. Quand on dit dégâts, c'est choc de liquidité, et bien, voilà, c'est méga chute. Donc, attention à cela. Si la volatilité continue de monter, avec la rhétorique des tarifs et tout ce qui va avec, durant les prochains 90 jours, et la question qu'on a se poser, c'est, et après les 90 jours, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a vu que BTC, on voit qu'on a, on analyse pas mal, mais les altcoins qui sont plus volatiles que le BTC, il se passe quoi? Vous voyez ici, on a exclu Bitcoin et Ethereum. Donc ici, ça pourrait chuter encore bien plus violemment. Ok, vous voyez qu'on était à 1200 milliards. On a chuté exactement de 35%, donc une baisse de 35%. C'est un bear market. Bear market, vous prenez le pic, vous comptez moins 20%. Si vous êtes sous les moins 20%, c'est un bear market par rapport au haut le plus récent. Donc là, on est à moins 35%. Donc c'est clairement un bear market. Et on a une moyenne mobile, c'est celle de 5 ans de semaine, qui indique les 741 milliards de dollars. Vous voyez qu'on est posé pile poil, mais on a déjà pulvérisé cette moyenne mobile. Ouais, donc maintenant, il se peut quoi? Que la chute s'accélère. Avec ce qu'on vit ici, c'est plus ou moins la même chose que ce que nous vivons là. Donc là, je parle du patron. Donc là, ne regardez pas les bilans de la Fed et tout ça. Je parle des patrons, donc atteindre un pic. Et ensuite, des éléments qui ont provoqué, comment dirais-je, un choc. Ok, donc là, c'était la hausse des taux d'intérêt et l'allègement du bilan, donc moins de liquidité. Maintenant, les taux d'intérêt sont déjà super hauts. Donc là, les taux d'intérêt ressemblent à ce que nous avons vu ici. Et un choc. Donc choc, ce serait quoi? Ce serait récession. Ou l'impact des tarifs qui, en lui-même, est récessionniste et bien inflationniste aussi. Donc ici, attention à ce qui pourrait se passer pour l'alcool. Oui.
Et bien, moi, lorsqu'il y a des chutes, ce sont des méga opportunités. La pandémie, c'est une méga opportunité. Pourquoi? S'il y a une méga chute et que par après, maintenant, J-Paul vient à la rescousse en baissant les taux d'intérêt, donc la ligne fuchsia, et comment dirais-je, en refaisant du EQE, donc c'est quoi? On baisse les taux d'intérêt parce qu'il achète des bons, donc il y aura beaucoup plus de liquidité, et là, en gros, les marchés vont se récupérer. Okay? Ça, c'est dans un monde parfait, scénario parfait. Et bien, moi, baisse de la volatilité comme on le voit là. Oui. Donc ça, c'est les scénarios qu'on doit surveiller ça de très près. Et si nous regardons un indicateur de timing, par exemple, ici, nous avons le RSI de 52 semaines. Vous voyez on évolue sur la moyenne mobile de 52 semaines, du RSI de 52 semaines, et on est proche du marqueur 50. Vous voyez qu'on est à 52 points. Marqueur 50, c'est ce qui délimite si on est au-delà du marqueur 50, on est en buy side. Et ici, bien, c'est la surévaluation, donc le surachat. Sous le marqueur 50, on est en sell side, et sous le niveau 30 ou le niveau 20, je dirais le niveau 25 ou 20 ou 30, peu importe, on est en sous-évaluation. Okay. Donc on est en survente. Donc ce serait très intéressant sur des méga, comment dirais-je, opportunités. Mais on va attendre. Bien, on voit que là, on a l'historique sous les yeux, mais ici, on est dans un environnement contemporain qui est bien spécifique. Donc, on doit se concentrer sur ce que nous voyons ici. L'historique, c'est bien de comprendre la volatilité des altcoins, pas mal d'éléments comme ça, mais vous avez vu que le leadership des altcoins aussi a changé. Et des altcoins qui ne sont plus là ou qui ne sont plus les stars, si vous voulez, des altcoins, ils ont été remplacés par d'autres. Et bien, ces autres-là, on en a déjà analysé quelques-unes, où il y a des thèmes qui sont très, très, très intéressants. Ok, donc là, bien, ce sont des éléments qu'on a déjà fait, vous avez tous les rapports par rapport à ces points-là. Donc, poursuivons. Attendez, je vais reprendre le curseur. Et c'est parti. Maintenant, on va passer au segment Asset Management pour voir les ETF Net Flows, bien les Inflows, Outflows, des différents asset managers, donc des différents produits ETF. Donc là, c'est bien m'envoyer le 18, mais clairement, le 18, il n'y a pas de négociation, donc c'était les prix au jeudi 17, après la clôture des marchés, donc aux 22h heure de Paris. Donc ici, moi j'ai sélectionné l'onglet Asset Inflows Outflows. Et là, bien vous avez les performances des ETF spots. Mais pas, je me suis focalisé sur les spots. Et là, c'est le dernier prix, donc la cotisation au 17. Ok, donc très, très, très intéressant. Vous voyez qu'en gros, il y a un premium. Donc en gros, ça suggère une demande, mais un premium assez light. Et bien en termes de holding, vous voyez que c'est le IBIT de BlackRock qui règne. Donc là, c'est le number one, le ETF number one. Spot Bitcoin, bien évidemment, comme vous voyez ici, avec plus de 572 000 BTC. Et on parle bien d'une target à 1 million de BTC. Vous voyez que maintenant, si vous prenez IBIT, donc BlackRock et MicroStrategy, ou Stratégie maintenant, comme l'entité s'appelle, elle s'appelle comme ça maintenant, à eux deux, ils ont plus d'1 million de BTC. Mais la clé, c'est que BlackRock veut, sur ce que j'ai entendu, des sources et des spéculations, que BlackRock vise le million de BTC, voire même plus. Donc c'est quelque chose de super intéressant, et vous voyez que les autres, c'est pas tellement la joie. Bien, ils ont rajouté pas mal de BTC dans les dernières 24 heures, et en weekly aussi, et d'autres entités comme Fidelity et Grayscale, vous voyez que eux, leur holding BTC est en déclin. Okay. Mais bien, BlackRock, vous voyez que c'est l'entité phare maintenant. Lorsqu'on dit ETF, on pense BlackRock, point. Et bien, c'est le produit phare aussi à Wall Street, que Wall Street aime bien, qui est très négocié, très demandé auprès des différents brokers. Maintenant, regardons les net flows. Donc, bien, ici, nous avons l'historique des inflows, outflows. Donc, en vert, c'est lorsqu'il y a des inflows, c'est injection de capitaux. Et en rouge, c'est des outflows, donc il y a des migrations de capitaux. Et bien, la semaine était une semaine, enfin, le 17, c'est une journée qui était positive, comme vous voyez ici. Donc, pas mal de flows, à hauteur de pratiquement 26 millions de dollars. Ok, donc là, c'est ce que nous voyons là. Et on a eu des phases super baissières. Et la ligne jaune que vous voyez là, vous savez bien que c'est le prix du BTC. Donc, on peut faire des corrélations entre ces points. Bien, ça, c'est très visuel, c'est très graphique. Et on voit très rapidement ce qui se passe. Et bien, n'oubliez pas, faire correspondre des dates avec les faits marquants dans les marchés financiers, comme on le fait au quotidien. Poursuivons. Regardons maintenant la heatmap des holdings. Bien, on voit que le IBIT, bien, c'est le plus grand détenteur de Bitcoin au sein des émetteurs d'ETF spot. C'est IBIT de BlackRock qui cartonne. Donc là, on l'a déjà vu. Maintenant, on peut passer ça. Et on va se focaliser maintenant sur les net flows. Donc là, là c'était jeudi 17. Si on remonte à une semaine en avant, c'était le 10. Et donc, vous voyez que du 10 au 17, vous voyez là tous les émetteurs, IBIT et ici. Vous voyez qu'il y avait des journées où il n'y avait pas de inflows ni de outflows. Et récemment, on a eu le 14, le 15, le 16, où il y avait pas mal de inflows. Et bien, le 17, c'était à la clôture des marchés financiers. Il faudra attendre 24 à 48 heures pour qu'on ait la comptabilité finale de ce qui s'est passé. Mais au total, vous voyez qu'il n'y a que Fidelity qui avait rajouté des BTC le 17, et bien le 18, on saura ça la semaine prochaine, et donc voilà en gros ce que ça a donné. Mais vous voyez qu'il y a eu des journées qui étaient très négatives, comme le 16 par exemple, journée de net outflows, et ainsi de suite. Et bien rappelez-vous, ça c'était post-Liberation Day, vous voyez que le 8 avril, 9 avril, 10 avril, il y avait beaucoup de outflows. Donc tout ça c'est très intéressant de voir la mécanique et de voir ce qui se passe à ce niveau-là.
Maintenant, regardons la volatilité. Ça, c'est un point qui est super, super important. Donc là, c'est les prix à la clôture au 17 avril. Donc là, l'ETF valait 48,26 $, comme on le voit ici. Sentiment du marché, vu que ça cotise sur les bourses traditionnelles. Donc là, sentiment, on a pris celui du S&P 500. On est en peur extrême. Market cap. Donc là, c'est pas un market cap, c'est actif sous gestion. 48 milliards de dollars. Et la performance weekly, c'était positif. C'était plus 6%. Maintenant, on a les scénarios. Donc la thèse baissière, thèse haussière. Maintenant, on se focalise sur la volatilité historique et la volatilité implicite. Vous dites que la volatilité historique, elle est de près de 62%, et volatilité implicite, elle est de un peu plus de 47%, ce qui fait qu'on s'attend à un mouvement annualisé de 47%. Avec nos formules, nous trouvons la volatilité trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire et daily. Et bien, en fonction de ça, nous avons des mouvements de 1 sigma ou un écart type en direction du nord et du sud. Maintenant, on voit que là, comment dirais-je, cet actif, il est là, il est à 48,26. Maintenant, dans la conjoncture économique actuelle, le panorama macroéconomique, cycle business et tout ça, que pensez-vous qui pourrait se passer? Bien, on a 90 jours. 90 jours, si vous voulez, bon, c'est pas un trimestre, hein, vu que ça c'est un trimestre Wall Street, c'est 60 jours. Mais disons, on a cette période de répit durant les 90 jours que l'on a là. Et que les choses se passent bien. Donc, le prix pourrait osciller dans cette zone. Mais maintenant, si on a quelque chose de très négatif, bien, on voit qu'on pourrait avoir des mouvements violents. Maintenant, ça dépend de la magnitude du mouvement. En une journée, on pourrait avoir des chutes de l'ordre de 2%. Ça, ce serait un mouvement de un écart type. Maintenant, imaginez-vous des mouvements violents de 2 à 3 écarts types. En direction du sud, ce serait ça. OK. Et donc, le prix, vous voyez, qui pourrait chuter violemment, donc de 47 à 46, de 47 à 44, ça c'est en une journée. Maintenant, en une semaine, en un mois, en un trimestre et à l'année, vous voyez que ça peut être quelque chose de très violent. Évidemment, n'oubliez pas que le prix ne peut perdre que 100%. Vous voyez, donc là, lorsqu'on voit des prix en négatif, donc ça c'est pas possible. Donc, vraiment, ces chutes extrêmes, je ne pense pas que ça pourrait arriver, mais une chute de l'ordre de, par exemple, en trimestriel, 23%. Donc, ça nous donnerait un prix de, si c'est une baisse, ce serait ici, ça donnerait un prix à 36 $. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Oui. Donc, c'est très, très important d'être aware de ces points-là, de savoir que, tiens, que ces actifs sont, enfin, le IBIT n'est pas spécialement volatile. Enfin, yes, il est volatile. Maintenant, il faut comparer cette volatilité à celle du BTC. C'est pour ça que vous avez vu que dans le programme de la masterclass, on se focalise sur les proxys et étudier la volatilité aussi des proxys. Pourquoi? Nous, c'est en direction du nord que ça nous intéresse. Si on a un actif qui maintenant, vu sa volatilité implicite, on s'attend à ce qu'il bouge de 47%, et vous avez vu qu'il y a des actifs qui peuvent bouger de beaucoup plus, 50%, 60% en une année, c'est très, très intéressant. Et ici, avec la volatilité n'a pas encore atteint son pic, ça c'est la volatilité réalisée, si vous voulez. Ok, donc là, si on regarde dans le passé, mais à tout moment, il peut y avoir un pic de volatilité implicite, et la volatilité implicite peut passer de 47 à 50, 60, etc. Okay. Et bien, vous avez vu, là, vous savez, vous, insider pro-market, c'est pourquoi nous regardons la volatilité implicite. Un actif, la volatilité implicite est tirée du marché des options. Et lorsqu'on a une infrastructure ou un actif qui est Wall Streetisé, comme j'aime bien le dire, il a toute cette panoplie de produits qui permet aux investisseurs ou qui permettent aux investisseurs de découvrir le prix, de faire une meilleure découverte de prix. En anglais, on dit price discovery. Donc c'est très important. Donc avec les dérivés, les futurs, les ETF inversés ou les options, c'est très important. Et vous savez que ça, c'est ce qui manque aux différentes altcoins. D'où, voilà, parce que je parle toujours de ce Bitcoin qui est Wall Streetisé, parce que lui, maintenant, a toute cette infrastructure que n'ont pas d'autres cryptos. Et pour Ethereum, ça commence. Il y a déjà des futurs, il y a des options sur les futurs, des micro-futurs, pas mal d'éléments comme ça. Il y a un ETF spot aussi qui est là. Il y a aussi quelques dérivés, des CFD en Europe et tout ça, des options aux États-Unis, mais vous voyez que ça prend pas. Quand je dis ça ne prend pas, il n'y a pas encore beaucoup d'injections de capitaux. Et ces types de produits, IBIT et d'autres, bon, IBIT, c'est disponible aussi pour les particuliers, mais vous voyez que les gros asset managers aux États-Unis, ils attendent le feu vert des régulateurs pour pouvoir offrir cela à leurs clients en asset management. Donc, les clients asset management de Goldman Sachs, de Morgan Stanley et autres. Eh bien, vous voyez que ces entités et ces opérateurs, ils ont toute la gamme de produits pour pouvoir se couvrir et tout ça, donc gérer leurs risques. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Eh bien, on va faire encore beaucoup plus d'études, beaucoup plus poussées. Hein. Donc là, durant la semaine de market class, eh bien, ça c'est focus sur le BTC. Donc maintenant, regardons ce qui se passe en analyse technique. Dans sur les journaux graphiques daily, nous, on a tout l'historique. Hein. Donc le ETF Spot s'était lancé, c'était le 11 janvier 2024, si je dis pas de bêtises. Donc la phase initiale super haussière. Là, c'est lorsque BlackRock avait fini sa phase de glutonnage 1. Et vous voyez que ça coïncidait avec le fameux halving du BTC. Et si vous regardez bien, il s'est rien passé durant le halving. N'oubliez pas que c'est déjà connu. Depuis le white paper de Satoshi Nakamoto, il y avait déjà toute la mécanique halving et tout ça. Donc, c'était pas une nouvelle, ça. C'est un élément clé. Donc, beaucoup s'attendaient à voir un tout le monde durant cette période. Et niet. Nous, on avait bien anticipé ça en disant, il va rien se passer. Il n'y avait pas les politiques monétaires et tout ça, voilà. Il n'y a pas eu de méga carton.
Je vais revenir sur ce point en long et en large, on va regarder cela. J'ai toujours dit que le père du Bitcoin, c'est le QE, donc l'assouplissement quantitatif, et sa mère, c'est la Fed. Parce qu'il est né durant la crise financière 2000-2009, et c'est là que ces banques, les banques centrales globales, et la Fed en particulier, ont adopté des politiques monétaires, c'était du jamais vu, avec un max de liquidité, et ça a été soutenu durant 11 ans, de 2009 à 2011. Donc là, les petites hausses de taux d'intérêt en 2018 et tout ça, c'était autre chose. Et le petit allègement de bilan, qui a été court-circuité par la pandémie. Donc on a eu 11 ans de politique monétaire extraordinaire, beaucoup de liquidité, c'est du jamais vu. Mais imaginez-vous BTC évoluer dans un environnement sans ces politiques monétaires. Et donc vous avez vu ce que ça a donné entre mars 2022 jusqu'à lorsque la Fed a commencé à baisser les taux d'intérêt timidement. Oui. Et les altcoins et tout ça, ils ont pu cartonner dans ce genre d'environnement. Donc c'est très important. Et voilà pourquoi je vous disais que beaucoup d'opérateurs, tous ceux que vous voyez qui ils sont en mode live et tous ces trucs-là sur YouTube et tout ça, leurs analyses ne vont pas en profondeur. C'est juste des graphiques ici, TradingView, regardez pas mal d'éléments. Mais demandez-leur c'est quoi le sharp ratio du BTC, pas mal d'éléments comme ça et tout ça, les régressions linéaires du BTC aux côtés d'autres actifs, les optimisations et tout ça, niet, il n'y a rien du tout. Donc vous voyez que maintenant on a un Bitcoin qui est beaucoup plus sophistiqué et nous devons le regarder de cette manière-là. Parce que ceux qui font la pluie et le beau temps pour cet actif, eux, opèrent de cette manière. Donc on est obligé de monter au créneau et de sophistiquer nos processus, de les professionnaliser, de les Wall Streetiser nous aussi. Ok. Donc ici, lorsque nous regardons le IBIT, on voit qu'il a chuté de 21% par rapport au pic, le plus récent, donc on est clairement en bear market aussi, et il évolue sur les 2 mois immobiles, et bien nous avons la moyenne de 20 jours qui a plongé sous celle de 60 jours, donc ça c'est très 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 baissier. Qu'est-ce que nous constatons du niveau actuel? Si, je ne vais pas dire par miracle, mais si clairement cette phase, rappelez-vous les tarifs, la volatilité, si ça passe, que la volatilité rechute au niveau des, ça c'est le VXN du Nasdaq, si ça rechute sous les 20 ou au niveau des 15 comme on le voit ici, bah ça va permettre quoi? Un retour haussier. Donc là, on pourrait récupérer les niveaux les plus hauts. Donc ça, c'est un potentiel de 27%. N'oubliez pas maintenant que vu qu'il y a des dérivés, des futurs et tout ça, ces petits 27% peuvent être magnifiés. Si on opère avec des CFD, si on opère avec des options, pas mal d'éléments comme ça. Vous faites du 4 ou du 10X, ou effet de levier de 4 à 1 ou de 10 à 1, bah clairement, c'est parfait ça, comme perf. Et bien, vous voyez qu'on est dans un canal haussier toujours, et avec un mouvement A, B, C et D. Donc on peut aller bien, mais bien plus haut. Et bon là, on va évaluer tout ça ultérieurement. Donc voilà, en gros, pour le IBIT. Évidemment, attention au choc baissier. Terminons maintenant par de l'analyse technique. Et donc là, price action et analyse technique pour BTC et F. On va faire que ces deux cryptos aujourd'hui. Eh bien, en BTC, ceci c'était un petit avant-goût de ce qui viendra lors de notre fameuse session de la semaine, enfin des 5 sessions masterclass. Ici, commençons par Bitcoin. Donc, on commence par la volatilité. Vous voyez qu'ici, on a le prix du BTC, donc 87 000 et des poussières au moment de la capture écran. Sentiment, on a vu, on est à 30, donc on est en fear. Market cap, 1 690 millions et des poussières. Et performance weekly, positif. Vous voyez que pratiquement identique que la performance du IBIT de BlackRock. Premièrement, nos thèses baissières, donc le choc des liquidités. Max bearish, ce serait une récession et des tarifs de Trump. Donc là, vous voyez qu'on va voir ce que ça va donner au bout des 90 jours. Thèse haussière, Trump 2.0 et tout ce qu'il veut faire pour les cryptos. Donc la régulation et tout ce qu'ils ont, vous voyez que crypto, Bitcoin, strategic reserve et tous ces trucs-là. Et bien, le FOMO. Okay. Et bien, ici, accompagné de quoi? Politique monétaire favorable. Si d'ici 3 mois ou 6 mois, la Fed baisser les taux d'intérêt, bien, ça va alimenter de FOMO. Ouais, donc avec tout ça, c'est le fuel qui va alimenter la volatilité, et bien mon BTC pourrait décoller en direction du nord. Donc la volatilité historique et implicite, on la tire de Deribit. Deribit, rappelez-vous, c'est un marché de futurs, mais spécifiquement d'options. Et on peut aussi aller sur bar chart, regarder l'open interest et la volatilité historique des options sur les futurs et micro-futurs. Mais oui, que je préfère tirer ça directement de Deribit. Vu que c'est un marché d'options dédié pour le BTC. Ok. Et évidemment, lorsqu'on parle des futurs, ce serait regarder l'open interest des futurs ou les options qui se traitent directement sur le CME. Mais les options, elles sont très peu tradées sur le CME. Là où on traite le plus les options Bitcoin, c'est sur Deribit, d'où on utilise cette volatilité historique et implicite. Okay. Donc vous voyez que ça change pas. Si vous regardez bien en termes de performance et de potentiel, de performance, c'est pratiquement identique à la volatilité historique et implicite du IBIT. Donc si on analysait un mouvement de 48%, est-ce que 48% c'est quelque chose de sexy? Vous voyez que c'est ça, avec que beaucoup sont trompés par le prix, parce qu'ils entendent 100 000, un exemple. BTC, s'il passe de 100 000 à 1 million, c'est bien, d'ici 2030 ou je ne sais quoi. C'est un 10x. Mais nous, on vous a montré qu'il y a des actifs qui font du 10x en 3 mois, en 6 mois, etc. Mais il faut les trouver.
Il y a des altcoins aussi qui font ça, mais l'altcoin, j'y toucherai pas. Moi, j'y touche pas. À certaines altcoins et meme coins, je ne sais quoi, qui opèrent dans des exchanges exotiques. Pourquoi c'est pas liquide et il y a beaucoup de manipulation. Mais dans le stock market, bourse traditionnelle, il y a des actifs qui font du DX. Il y en a eu pas mal avec récemment, tout ce qui était ordinateur quantique, informatique quantique et pas mal d'éléments comme ça. Cybersécurité, tout ça, il y a des entités qui ont cartonné violemment. Donc la clé, c'est ça. Vu que nous regardons les choses, on est, si vous voulez, data-driven, pour parler comme les risk managers de la Fed. Nous, on regarde les data et on regarde ça de manière objective. Si je vois qu'un actif qui a un potentiel de 200%, pour dire ça comme ça, et que d'un autre côté, on a BTC qui a 40% ou 48% annualisé, bah, clairement, l'actif qui est le plus volatile, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que j'aurai un meilleur rendement. Évidemment, c'est à moi à contrôler cette volatilité ou on tire avantage de cette volatilité. Faut pas acheter aveuglément. Je dois voir en gros, bah, c'est quoi mon horizon de temps et qu'est-ce qui peut se passer à court terme, à moyen terme et à long terme. Si j'ai une opération à long terme, je dis, OK, mais il faut définir c'est quoi long terme. Long terme, ça diffère pour beaucoup d'opérateurs. Pour beaucoup d'opérateurs, 1 an, c'est long terme. Et pour d'autres opérateurs, 1 an, c'est du court terme. 1 an, 2 ans, c'est du court terme, moyen terme pour pas mal d'opérateurs. Donc, daily, weekly, mensuel, c'est du super court terme. Oui. Donc là, c'est très, très important. C'est à vous à pouvoir définir et mettre une étiquette sur quoi, c'est quoi, comment dirais-je, votre profil et l'horizon de temps optimal pour vous. Très important pour vous. OK? Mais les datas, ben, il faut pas les négliger. Il faut comprendre exactement à quoi on a affaire, c'est quoi la bête. OK? Mais si on est bearish ou si on est bullish, évidemment, nous ici, on veut être acheteur, mais on veut trouver des bons points d'entrée. Donc attention, mais on voit que lorsqu'on voit ce niveau, ayez en tête ce qu'on a vu dans la phase qualitative en début de session, où on parlait de, tiens, il pourrait avoir un plancher à 65 000, on parlait du niveau des 50 000 et des 40, entre 50 000 et 39 000. Donc vous voyez que avec la volatilité actuelle, ok, celle-là, donc volatilité implicite de 48% annualisée, BTC ben, peut atteindre ces niveaux. Vous voyez, juste avec un sigma. Donc un sigma à la hausse, ce serait 126 000 $ par rapport au prix actuel, et un sigma à la baisse par rapport au prix actuel, ce serait 43 000 $. Ça, c'est ce que BTC pourra atteindre là, maintenant. Ok. Donc là, évidemment, on reviendra sur tous ces points. Maintenant, nous poursuivons. On regarde l'open interest. Donc l'open interest pour le BTC, donc là, ce 18 au petit matin. Donc là, on a un open interest de 55 milliards, et comme vous voyez là, c'est le CME qui domine. Donc pratiquement 22%. Et tous les autres exchanges sont sous les 20%, notamment Binance, qui avant était le number one. Il a chuté. Rappelez-vous qu'avant Binance, il y avait BitMEX et FTX et tout ça était au coude à coude avec Binance. Et ensuite, vous avez quoi? Bybit et Get.io. Vous voyez que tout ça, ce sont des exchanges offshore. Le seul exchange réputé où les institutions peuvent opérer, c'est le CME. Vous voyez que c'est très important. D'où c'est celui que nous suivons. Lorsqu'on parle des futurs des dérivés BTC futurs spécifiquement, c'est le CME qui cartonne. Ok, donc voilà. Et là, dernièrement, les ténors de Wall Street peuvent opérer avec le CME. N'oubliez pas que ce qu'ils ont fait, dès que c'était lancé, fin décembre 2017, le 11 décembre et le 18 décembre exactement. C'est là que le CBOE et le CME avaient lancé les futurs. Et directement, bah, beaucoup d'opérateurs ont commencé à shorter le BTC. Je parle d'institutions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Janet Yellen avait annoncé la fin du QE et le retour du QE. Pardon, la fin du QE et le retour du QT plutôt. Donc fin de l'assouplissement quantitatif et début du resserrement quantitatif. Donc une hausse de taux d'intérêt. Et vous voyez que beaucoup s'attendaient à ce que le BTC reparte to the moon fin 2018, qu'il atteigne les 25 000 $, mais ça n'a jamais été le cas. Parce que le panorama, on va dire, les politiques monétaires n'étaient pas favorables à cette liquidité. Et c'était le premier choc pour Bitcoin, qui n'avait jamais connu, BTC n'avait connu que le QE depuis son inception, depuis 2009. Ouais. Ça, c'était la crise financière de 2009 qui avait provoqué cela, liquidité extrême et tout ça. Donc, c'était un gros test pour le BTC. Okay. Donc ici, si nous regardons l'historique de l'open interest, vous voyez, ça c'était les pics de 2021, premier semestre, deuxième semestre, dans le Q4 2021, le prix était super haut. Donc là, le prix est ici, plutôt ça c'est l'open interest que nous regardons, c'est l'open interest et ça c'est le prix. Et vous avez vu qu'il y a une forte corrélation. Donc lorsque l'open interest chute, le prix tend à chuter aussi. Et lorsque l'open interest monte, le prix tend à monter aussi. Donc c'est quelque chose que nous devons surveiller. C'est un indicateur en plus pour nous. Donc maintenant, si on voit qu'il y a pas mal d'activité au niveau de l'open interest, donc des barres vertes, on doit s'attendre à ce que le prix remonte lui aussi, mais pour le moment, c'est pas trop ça. Pour le moment, on est en train d'arpenter une tendance baissière, comme ce fut le cas ici. Rappelez-vous, en Q4 2021, vous voyez comment l'open interest avait chuté, le prix avait chuté violemment. Et vous avez vu que ça n'a rien à voir. Là, des gens disaient que c'était magnifique le prix du BTC qui avait flirté avec les 75 000 $. Regardez où était l'open interest. Donc c'était quoi? 25 milliards de dollars. Regardez maintenant l'open interest, qui est ici avec des pics de 70 milliards de dollars. On est à 55 milliards aujourd'hui. Ok. Donc tout ça, c'est super intéressant.
Donc, poursuivons. Regardons maintenant ce qui se passe avec le code. Ça aussi, c'est un élément qui est très, très, très important. Ça, c'est tiré du CME. Rappelez que le CME est un exchange qui est régulé. Ben, nous avons toutes les informations. Et donc, le code, vous savez, c'est quoi? Hein? Donc, vous, insider, vous savez que c'est quoi? C'est le Commitment of Traders. Et là, nous regardons ça. Donc là, tous les produits qui se négocient au CME, ben, nous avons le Commitment of Traders. Si vous voulez, c'est une genre d'agenda de journal où on voit la position des traders. Donc, ici, nous avons les dealers. Donc là, ce seront les exchanges, brokers dealers. OK? Donc, ceux qui ont des stocks de futurs de Bitcoin et tout ça. Vous avez les asset managers. Vous voyez qu'il y a des asset managers qui ont lancé des ETF qui sont basés sur les futurs de Bitcoin. Rappelez-vous qu'avant l'ETF Spot, il y avait des ETF qui étaient lancés, qui étaient basés sur les futurs, notamment Valkyrie et pas mal de boîtes comme ça. Et vous voyez qu'ils sont beaucoup plus long que short. Bien, les asset managers, ils sont principalement long only et des shorts pour des hedging, quoi que ce soit, mais principalement c'est long only, comme BlackRock, par exemple. Ils sont long BTC et pas forcément short. Et les leverage funds, c'est ce qui nous intéresse. Parce que ça, ce sont des hedge funds qui sont à la fois bullish et bearish. Donc, en gros, long short. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Beaucoup plus de contrats short. Maintenant, ça ne dit pas toute l'histoire. C'est pour ça qu'il vous faut aussi regarder les proxys. Pourquoi? Parce que vous avez le IBIT, où il y a aussi des dérivés, et vous avez stratégie, l'action MSTR. Et vous avez que beaucoup d'opérateurs sont, par exemple, long le spot ou long le TF, IBIT, et ensuite ils vont se hedger à court et moyen terme, soit avec les futurs du CME, ou soit avec l'action de micro-stratégie, pour faire des stratégies comme ça, avec des options et pas mal d'éléments comme ça. Donc, par exemple, shorter le futur et avoir une stratégie d'option, une structure call spread ou je ne sais quoi, avec l'action MSTR. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, ici, on voit pas mal de choses. Et vous avez bien vu que les chiffres ici sont bien plus balèzes. Okay? Du moins, du côté short, avec les leverage funds, ce sont tous les hedge funds et tout ça. Et tous les autres apprentis sorciers. Donc, c'est super, super intéressant. Évidemment, le gros bug, c'est quoi? C'est que les chiffres ne sont pas, on va dire, instantanés, mais il y a un retard. Évidemment, nous sommes déjà au 18 avril, donc il y a 10 jours de retard. Mais c'est très intéressant, l'historique. Parce qu'on peut voir, en gros, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'open interest. Vous voyez, au fil du temps, lorsqu'ils sont beaucoup plus long que short. Et donc, aussi, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Et vous voyez que maintenant, la majorité sont beaucoup plus short que long. Évidemment, ça, c'était les chiffres au 8 avril. Okay. Donc ici en dessous nous avons le graphique Bitcoin CME. Évidemment vous connaissez ce graphe, c'est un graphe weekly. Il n'y avait pas la date lorsque ça s'est lancé, c'était fin 2017. Et on voit clairement tous les éléments que j'ai expliqués avec le méga choc ici au Q4 2018. Évidemment là il y avait beaucoup de choses qui se passaient. C'était le point culminant de l'intensification de la guerre commerciale États-Unis-Chine. Et il y avait aussi le fameux fork BCH, ABC et Bitcoin SV. Okay, donc Bitcoin Satoshi et tout ça, il y avait un gros bug aussi avec Ethereum et une méga chute. Et bien, on n'avait pas atteint les 25 000 $ que tout le monde espérait fin d'année. Okay. Donc ici, toujours stressé à nos éléments clés. Donc là, les taux d'intérêt de la Fed, le bilan de la Fed et moyenne mobile de 52 semaines et un résidu de 52 semaines, comme d'habitude. Donc là, on a le niveau le plus haut. Rappelez-vous, ce que vous voyez ici, le 4 novembre, c'est Trump. Donc Trump a généré ce méga mouvement haussier. 2024, ici, vous avez l'engouement pour les ETF. Regardez après, rien du tout. Halving, aucun effet. Et comme on le voit, du pic au niveau actuel, une baisse de moins 24%. Donc, pic, moins 20%, bear market. On est clairement dans du bear market. Et vous voyez qu'on est toujours au sein d'un grand canal haussier qui a débuté ici. Donc, j'ai pris le Q4 2018. Donc, on a des phases A, B, donc support, résistance, support du canal haussier. Pas de résistance, mais vous voyez qu'on a quoi? Des traits discontinus verts ont joué le rôle, ont fait office de résistance intermédiaire du canal haussier. Et on est dans la moitié inférieure de ce canal. Et vous voyez que le rôle du support a été tenu par la moyenne mobile de 52 semaines, qui joue le rôle de support parfaitement. Vous voyez? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on pulvérise ce support? Vous voyez qu'on a été rejeté à la résistance intermédiaire. Si on pulvériserait ce support, donc la moyenne mobile de 52 semaines, qui a dit clé 77 000 $, la clé c'est quoi? C'est retour ici. Potentiellement de retour ici. Et là, c'est le niveau des 50 000. Et vous avez vu que c'est le même niveau qu'on a analysé, enfin du moins qu'on a commenté dans la note qualitative en introduction. Donc, c'est très, très intéressant. Donc là, ce scénario, voir le BTC chuter à ce niveau-là, est-ce que c'est plausible? Yes. Maintenant, si on couple ce niveau des 50 000 et qu'on retourne en arrière et que nous regardons la volatilité, on vient ici, et on regarde, tiens, est-ce qu'il pourra atteindre 50 000? 50 000, yes. Avec un mouvement d'un segment en direction du sud, on y est. Oui, ça c'est le niveau qu'on voit ici, les 43 000 des poussières, donc une chute de 48%. Ça c'est volatilité annualisée. Voilà en gros le niveau qu'on pourra atteindre le BTC. Oui, donc c'est P3 comme je viens de le dire, c'est possible, c'est plausible et c'est probable. Maintenant, il faut que le catalyseur. Donc là, ce serait notre thèse baissière, choc de liquidité, récession et tarif. Et boum, mouvement de 1 sigma, un écart type. Voilà en gros on pourrait atterrir. Bien avec des mouvements violents, de la volatilité annualisée, de la magnitude de la volatilité annualisée.
Donc, je pense qu'il n'y a pas plus que ça à commenter pour le BTC. Donc, il y a pas mal de niveaux à surveiller. Et vu que on a déjà commenté pas mal de points en note durant la note, enfin pas mal de points vus dans la note qualitative. Donc là, ici, nous pouvons poursuivre. On reviendra dessus ultérieurement et bien, on ira bien plus en profondeur lorsqu'on va passer en revue, enfin, durant la masterclass. Regardons maintenant ce qui se passe pour Ethereum. Donc là, le prix d'Ethereum, donc là, on était sous les 1500 $. Sentiment, on a pris le sentiment des altcoins. Donc là, 24 points. Donc on est en sentiment bearish. Market cap, pratiquement 191 milliards de dollars. Performance hebdomadaire, plus 4,21%. Et ici aussi, vous voyez que là, on est focalisé sur le prix des futurs de F. Et pour la volatilité historique et implicite, on les a tirés de Deribit, vu que Ethereum, la deuxième crypto qui a une infrastructure qui est très avancée, et il y a déjà, en plus des futurs, nous avons les options. Okay. Donc c'est un point clé. Donc options sur Deribit, hein, ça c'est la plateforme number one pour les options. Et là, il y a aussi pas mal d'institutions qui peuvent opérer sur cette plateforme-là. Donc maintenant, regardons ce qui se passe. Volatilité historique, 105%. Et volatilité implicite, donc la future volatilité, 70%. Donc qu'est-ce que nous constatons? Ethereum est bien plus volatile que le BTC. Donc déjà, si je dois faire un choix entre les deux, lequel de ces deux cryptos aussi a les bons catalyseurs? Donc elles ont pratiquement les mêmes catalyseurs. Donc là, la liquidité d'un côté, enfin ça c'est thèse bearish, mais thèse haussière. Donc Trump 2.0 est super bon pour les cryptos. Donc la régulation de ce qui va avec. Ensuite la régulation qui va provoquer du FOMO et on peut rajouter politique monétaire favorable de la Fed. Donc là, retour du QE. Bon, je dirais pas QE à hauteur de 0% de taux d'intérêt. Là, vraiment, il faudrait une grosse récession ou une dépression provoquée par les fameux tarifs. Mais ici, juste baisser les taux d'intérêt, ce sera pas mal. Mais n'oubliez pas, lorsqu'on parle de régulation, c'est pour les gros acteurs. Donc, qui dit gros acteurs, ce sont les institutions. Et vous voyez que les institutions, malgré les taux d'intérêt où ils sont, ça ne les a pas empêchés de pumper l'action de Palantir, pumper MicroStrategy, pumper, enfin quand je dis pumper, c'est des méga hausses, hein, Nvidia et tout ce qui est exposé au thème IA. Ça n'a rien empêché. Et vous voyez que c'est principalement des large cap, méga cap. Donc des entités qui peuvent naviguer cet environnement. Mais tout ce qui est bas de mid cap, small cap, micro cap et nano cap, pas bien du tout. Et lorsqu'on parle de small cap, micro cap, nano cap, c'est les market cap identiques à celles des altcoins. Pas Ethereum, mais à moi Ethereum, vous voyez que c'est près de 200 milliards de dollars. Ethereum, ce serait une large cap, méga cap dans le stock market. Je parle de altcoins ultra sexy et tout ça. Ok. Donc des protocoles DeFi, des projets NFT, des meme coins et pas mal d'éléments comme ça. Bien, les meme coins, c'est encore un autre cas à part. Mais vous voyez, des projets solides, layer 1, layer 2, plateforme mode 3 et tous ces trucs-là, etc. Ouais. Donc ça, ce sont des éléments qui sont super importants avec le background macroéconomique est très important et la conjoncture actuelle et la tournure que prennent les événements dictés par les magas, donc Trump 2.0. Bien, là, je vous casse la tête avec ça au quotidien. Donc c'est un point clé. Mais lorsqu'on se focalise sur la volatilité, qu'est-ce qu'on voit? Ethereum est bien plus volatile que Bitcoin. Vous voyez qu'on avait déjà fait des travaux par le passé avec des backtests et on avait appliqué les critères de Kelly, on avait regardé des Sharpe ratio et vous avez vu en gros les réponses qu'on a eues. On avait stressé Bitcoin par rapport à Dogecoin et Bitcoin par rapport à Solana. Et dans les deux cas, Solana et Dogecoin étaient bien plus volatiles que les BTC et donc des méga rendements. Bitcoin, c'est la crypto la plus populaire et c'est celle qui peut capter beaucoup de capitaux de Wall Street. Et rappelez-vous que Wall Street, ils vendent un produit qui ressemble au gold, mais Wall Street le fait d'une manière ou le propose d'une manière où ils vont gérer la volatilité. Donc rappelez-vous que nous, on veut de la volatilité. Si vous voulez si vous voulez faire des méga retours, il vous faut accepter la volatilité. Donc il faut stratégiquement trouver des bons points d'entrée afin de surfer la volatilité et de faire de la volatilité notre allié et non notre adversaire. Si on surfe le marché après une hausse parabolique, là, on tient pas compte de la volatilité, mais on peut se manger à 70% de volatilité annualisée. Vous avez vu que les cryptos, c'est ce qui arrive. Il y a des gros chocs de 90%, on appelle ça des crypto winter. Beaucoup disent que c'est cyclique, que c'est normal, mais malheureusement, il y a beaucoup de particuliers qui ne tiennent pas compte de ces éléments-là, comprennent pas cette approche data quantitative et tout ça, ils arrivent toujours en retard. Lorsqu'il y a tous les lanceurs d'alerte et les influenceurs qui sont en train de pumper les jetons, et boum, ensuite ils se mangent ce genre d'éléments. Ouais, vu que nous mesurons la volatilité, nous pouvons ajuster nos opérations. C'est ce qu'on appelle le risk adjusted returns. Ok, donc des retours estimés ou espérés, ajustés au risque. Donc on comprend le risque, on mesure le risque. Ouais, donc c'est super important tous ces points-là. Ouais. Donc ici, volatilité historique et implicite. Donc implicitement, c'est 70% annualisé. Et avec nos formules, on trouve la volatilité trimestrielle, donc 35%, mensuelle 20%, hebdo. Donc oui, weekly non sous les 10% et daily sous les 4%. Évidemment, ça c'est un écart type.
Et si on va au-delà, vous voyez ici, 2 à 3 écarts types, donc 2 à 3 sigma, là, ça devient de plus en plus violent. N'oubliez pas qu'Ethereum ne peut perdre que 100%. Donc, lorsque vous voyez ça, c'est parce que j'ai mes formules qui le calculent en absolu. Et on peut pas perdre, le max que l'on peut perdre, c'est 100%. Bien, moi, il y a des certaines altcoins qui sont à moins 0 et des poussières, mais ici, je parle du produit de Wall Street, ok, qui est le futur. On a vu, durant la pandémie, le pétrole se négocier à moins $40, quelque chose comme ça. Yes, ça arrive, mais dans un monde parfait, non. Ok. Donc ça, c'est un élément clé. Donc, bien, moi, il y a des actifs spécifiques. Donc ici, pensez à cela. Mais vous voyez que la chute peut être violente, juste avec un mouvement de 1 sigma, passer de pratiquement $1 600 à une chute de $500. Donc c'est très, très, très intéressant, ça aussi. Ok. Poursuivons. Regardons maintenant ce qui se passe. Donc, passons à l'open interest et regardez bien, c'est Ethereum. Et qu'est-ce que vous voyez encore une fois au niveau des futurs? Le number one, c'est quoi? C'est CME. Donc là, sur 17 milliards d'open interest dans les dernières 24 heures, sur 100%, vous avez, bon, le premier, c'est pas le CME, le premier, vous voyez que c'est Binance. Mais rappelez-vous, lorsque je dis CME, je parle pour des institutions. Il y a quelques institutions qui sont offshore, ok, qui ont des départements VC et tout ça. Quand je dis VC, c'est venture capitalistes qui, eux, peuvent opérer sur Binance, par exemple. Et d'autres opérateurs qui sont des crypto hedge funds et pas mal d'éléments comme ça qui, eux, peuvent opérer sur Binance. Mais lorsque nous pensons CME, nous pensons à la première économie du monde et nous pensons à des acteurs du calibre de BlackRock et des méga hedge funds qui ont des milliards de dollars à injecter. C'est pas sur Binance qu'ils vont opérer. Ils vont opérer au CME. Et vous voyez que même Coinbase n'est plus dans les dérivés et tout ça. Ils les ont mis offshore pour certains clients. Mais avec la régulation, si elle est favorable, c'est une question de temps, ils vont ramener tous les dérivés, le trading des dérivés, tout ça, onshore. Donc, au sein des frontières américaines, sous la régulation de la SEC, CFTC et tout le reste. Donc, ça va être très, très intéressant. Donc, ici, le CME, c'est quelque chose qu'on doit surveiller. Vous avez vu que comment dirais-je, pour Ethereum, c'est pas le même cas de figure que pour Bitcoin. Bitcoin, c'est déjà très, très adopté. Donc, je parle des futurs et tout ça. Donc, à partir du CME. Mais pas encore pour Ethereum. OK? Donc, on peut dire qu'il n'y a pas encore cette méga participation institutionnelle. Lorsque nous regardons le Pinterest, comme il a changé de 2021 à 2024 et 2025, vous voyez que c'est le jour et la nuit, c'est balèze. Ici, on était sous les 10 milliards de dollars de Pinterest. Bien, on parle des futurs ici. Et regardez maintenant, on est à 30 milliards de dollars. Donc, on a fait un 3x. Bien, maintenant, on est ici. On est à combien? 17 milliards sous les 20, mais c'est déjà bien plus haut. OK? Ça, c'était vraiment le pic du pic durant cette phase de méga volatilité durant le Q4, Q3, Q4 2021. L'année 2021 tout court. Maintenant, vous avez compris aussi qu'est-ce qui se passait en 2021. Je parle là des politiques monétaires. Et donc maintenant, méga chute de l'open interest et méga chute du prix de l'Ether qui a chuté encore bien plus violemment. On venait des $4 000. Donc de $4 000 et se retrouver à 1000, je ne sais combien des poussières, c'est qu'on a chuté violemment. Donc on est sur les $2000, une chute de plus de 50% pour le F. On va voir ça maintenant parce qu'on va regarder l'analyse technique. Là, c'est juste un constat de ce qui se passe. Et terminons par un graphique weekly. Évidemment, ici, c'est les futurs Ethereum en provenance du CME. Avec là, là, tout s'était lancé. Donc, évidemment, on n'a pas le même historique. C'était courant 2021 que ça a été lancé. Donc là, courant du deuxième semestre 2021, juste avant le méga pic et ensuite la méga chute. Et vous voyez que j'ai pas pris le pic qu'on avait atteint. Donc, c'est les 4900, presque $5000. Moi, j'ai pris le niveau de 2024. Okay, qui est le niveau actuel, bien le haut qu'on a actuellement, et une chute de 61%. Bien la chute sera encore plus grave si je prends le pic le plus haut, mais ici je prends 2024 avec la phase Trump, c'était ici le 4 novembre, vous voyez comment on est monté. Et rappelez-vous que 2024 c'était quoi? Cette hausse, c'était quoi? Ça c'était l'anticipation des ETF et aussi d'un autre côté les politiques monétaires. Donc on parlait d'une baisse de taux d'intérêt, des gens ont spéculé sur ces points. ETF de BlackRock lancé, donc ETF spot Bitcoin lancé. Rappelez-vous que les ETF spot Ethereum de BlackRock aussi, enfin d'autres entités se sont lancées aussi. Vous avez vu qu'il n'y a eu aucun effet pour Ethereum, c'était très négatif. Ça, c'était toute la période halving, après que BlackRock finit de gloutonner, et rien du tout. Donc là, on a le canal qui tient bien. Support, résistance, support, résistance cette fois-ci, elle est horizontale et non diagonale, et boum. Pulvériser le support principal et atteindre un niveau historique de support. C'est cette zone ici des 1500 et des poussières. C'était le niveau du Q3, Q4, enfin deuxième semestre 2023. Donc de retour dans cette zone. Avec des gaps baissiers violents. Bien ici, on pourra avoir un retournement de situation. On a encore un autre gap baissier ici. Et rappelez-vous ce que j'ai commenté pour le Bitcoin. Lorsqu'il y a des gaps au niveau des futurs, le spot tend à revenir retester ou combler ces gaps. Vous voyez que la chute que nous vivons, c'est déjà là, c'est la même chose ici. On avait vu une chute similaire. Clairement, le niveau était un peu plus haut. Mais ici, c'est pas fini.
nous avons un méga choc. Rappelez-vous qu'ici, en 2022, c'était quoi? L'abandon des politiques favorables au marché, donc du stimulus de la Fed, Q4 2021. Première hausse de taux d'intérêt, c'était en mars 2022. Et regardez ça ici, tatapoum. Très important. Si on regarde le RSI, on voit ici, on est en territoire de sell side, donc on est sous le marqueur 50. Donc ici, vente, et vous voyez comment ça peut continuer à se dégrader, et plonger en sous-évaluation. Donc ce serait très intéressant pour le F. Vous voyez qu'historiquement, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'historique pour le RSI de 52 semaines avec les futurs d'Ethereum. Futurs paiements qui proviennent du CM. Si on prend Binance, ce sera autre chose. Okay. Mais ici, moi, je me focalise sur tout ce qui est pro-institution. Donc c'est ça, n'oubliez pas que mon cadre à moi, c'est quoi? C'est l'Intel, c'est la Wall Streetisation. N'oubliez pas ça. Donc ici, chute, et apparemment, c'est pas fini. Vous voyez, lorsqu'il y a des mèches côté sud, c'est quoi? Il y a pas mal de shorters qui prennent des bénéfices, et ensuite il y a un léger pivot. Vous voyez qu'on a les phases A, B, C et D. Et donc ça continue. Ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez, chute, prise de bénéfice des shorts, regardez bien à une zone historique, donc support historique, boum. Ensuite, là, récupération, donc encore une autre phase baissière. Prise de bénéfice, on tâtonne quelque peu et ensuite boum, on continue. Là, il y a une prise de bénéfice. On verra maintenant combien de temps cela va durer. Mais vous voyez qu'on a pas mal de doji, donc pas mal d'indécision. Maintenant, vous voyez que la balle est dans le camp des magas, avec leur rhétorique tarif et tout ça. Et le crypto market est fort corrélé. Et ici, c'est pas la même utilité que les futurs du Bitcoin. Et bien, Ethereum est bien plus volatile que BTC. Donc, la chute peut être violente ici. Target, pourquoi pas les $1000? $1000, si vous regardez bien, c'est pas une zone anodine. C'est quoi? C'est tout simplement ici une zone historique. Donc les bas de 2022, c'est ça, fin du premier semestre 2022, après le changement des politiques monétaires, et fin 2022. Ok, donc fin du premier semestre et fin du deuxième semestre. Et là, c'est le niveau clé ici avec les séquences Fibo. Faut qu'on arrive à 996, on peut arrondir à $1000. Ça, c'est une zone que Ethereum pourrait atteindre. Et bien, rappelez-vous, c'est pas la fin du monde. Nous, s'il y a cette chute, je pense pas qu'Ethereum va disparaître. Il y aura un méga retournement de situation et passer de cette zone des $1000, récupérer des hauts, chose qu'Ethereum a déjà fait. Là, ça a pris beaucoup de temps. Maintenant, imaginez-vous, si réellement les tarifs impactent l'économie au niveau ratio et tout ça, et qu'ensuite nous avons simultanément une politique monétaire favorable, donc le retour du QE, on verra à quelle magnitude, combien de baisses de taux d'intérêt. Je pense pas qu'on va retrouver du 0% de taux d'intérêt, mais déjà une baisse, ce serait pas mal. Mais surtout dans le cas d'Ethereum, ce sera la régulation et l'entrée de beaucoup plus d'acteurs, et que Ethereum, son offre soit étoffée, et qu'elle soit étoffée onshore aux États-Unis, régulée et tout ça. Donc CME, Coinbase et le stacking aussi, ça va générer une méga demande pour le F. Et bien tout ce qui est propulsé, applications, DeFi et tous ces trucs-là, ça va être super intéressant. Donc, il y a pas mal de catalyseurs qui sont très positifs, mais rappelez-vous maintenant, c'est une question de timing. Et maintenant, les catalyseurs, comment dirais-je, ils ne font pas effet. Ils ne sont pas assez costauds pour renverser la tendance. La tendance imposée et la cadence imposée par les magas et leur rhétorique tarif et tout ce qui va avec. Donc, faut être très patient et très stratégique. Donc, vous avez vu qu'après cette chute de 61%, récupérer les hauts, bon là, j'ai mis les hauts historiques, enfin pas les hauts historiques, mais les hauts de 2021, vous voyez qu'on parle quand même de 200%. Donc, vous voyez que c'est bien plus sexy que le BTC, parce que le BTC, si vous prenez 100 000, de 100 000 à 200 000, c'est un 100%. Mais ici, Ethereum a un potentiel de 2x. Et s'il va bien plus bas, donc $1000, de $1000 à $4000, il y a un 4x. Donc, vous voyez que là, c'est encore plus sexy. Maintenant, BTC, quoi? Oui, BTC 10x, il attendait 1 million dans combien de temps? Moi, je parle de niveaux qu'on a déjà vu et qu'on pourrait retester. Maintenant, vous avez vu qu'on a la volatilité d'Ethereum, qui, yes, est volatile. Maintenant, cette volatilité sera alimentée par quoi? Il sera alimenté par des catalyseurs. On a des catalyseurs qui sont palpables, régulation, tout ce qu'on a commenté, tout ça. Et d'un autre côté, on va rajouter à ça le stimulus. Et le FOMO aussi va arriver. Oui. Et bien, si on arrive à stimuler la demande, les produits et les capitaux, bien retail et institutionnel. Donc là, ça peut être quelque chose de pas mal. Mais maintenant, c'est pas le moment. Donc, faut être très patient. Ok. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure ici. C'était pas mal tout ça. Vous voyez que là, on a tout ça, on était en surface. Et durant la masterclass Bitcoin, on va aller beaucoup plus en profondeur dans le BTC. Et vous savez qu'on a besoin des deux éléments. Vous avez vu qu'au niveau qualitatif, on peut extraire aussi des éléments clés. Donc des chiffres, des zones, des niveaux à surveiller, pas mal d'éléments comme ça. Et ensuite, lorsqu'on analyse ça à l'aspect quantitatif, avec une étude beaucoup plus approfondie, vous voyez des data et tout ça, et des stress tests, et des backtests, et des optimisations, ça peut être super intéressant. Mais tout ça, c'est fait pourquoi? C'est pour rajouter de la valeur à nos opérations, donc à nos stratégies. Et bien après, on doit réfléchir et brainstormer pour trouver des super bons points d'entrée, tout ça. Et bien avec le tout en ayant en tête une horizon de temps optimale. On se dit, tiens, ça,
Dans combien de temps ça va se matérialiser? Ouais, beaucoup pensent que c'est du jour au lendemain. Non, il faut réellement quelque chose qui soit réaliste. Et bien moins tenir compte des risques qu'on va rencontrer en cours de route. Ok? Donc ça, c'est notre job au quotidien. Donc là, Insider, vous passez un excellent week-end. Vu que cette session aussi a quelques parties, quelques portions de cette session, je pense que l'entièreté est disponible aussi dans la promo pour la masterclass. Donc ceux qui ont regardé ça, ben voilà, vous avez vu en gros comment nous réfléchissons au quotidien. Et bien moi, il y a des phases où nous montons au créneau, on augmente l'intensité et on fait des rapports bien plus approfondis. Et donc là, on ouvre les portes pour vous et pour que vous puissiez voir cela durant nos sessions masterclass. Ok. Donc voilà, focus, DOD, excellent visionnage, passez un bon week-end et on se reverra très bientôt. Pour les insiders, on se revoit dès lundi. Merci à vous tous. Ciao.